Alors il y a peu de temps, je scrollais sur Twitter quand j'ai vu un tweet qui a attiré mon attention. Ce tweet, c'est un tweet de Tablo, il est le leader du groupe Epic High, et dedans il y évoque un événement qui aurait mis frein à sa carrière. Alors intriguée, je suis allée faire mes recherches, et voici ce que j'ai découvert. Notre histoire, elle commence en 2001. À ce moment-là, Daniel Lee, il est en dernière année à Stanford, qui est une grande université américaine, et c'est les vacances d'hiver. Alors pour les vacances d'hiver, il est de retour à Séoul. Jusqu'ici, il a déjà travaillé un peu dans la musique, il a fait quelques scènes underground, il a écrit des paroles pour un grand chanteur coréen qui s'appelle Kim Gun-mo. Alors à ce moment-là, il sait pas trop s'il veut faire de la musique, mais il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Choi Jin. C'est la rencontre qui va changer sa vie. Alors Choi Jin, on le connaît aussi sous le nom de Mithra Jin, et les deux jeunes hommes se sont déjà croisés auparavant, et puis un jour, Mithra Jin lui propose de reprendre son groupe de rap. Alors Daniel Lee, il est pas spécialement sûr parce qu'il sait pas encore s'il veut faire de la musique, et en plus de ça, il lui reste quelques mois à faire à Stanford. Alors il accepte, mais il va finir d'abord ses études. Lorsqu'il est à Stanford, il produit de la musique, mais à distance avec Mithra Jin, et ensuite il va faire la rencontre de quelqu'un qui s'appelle DJ Two Cuts. Et c'est qu'en 2002, lorsqu'il retournera en Corée, qu'il va former avec Mithra Jin et du coup DJ Two Cuts, le groupe Epic High. Alors au début, le groupe il fait quelques scènes underground, mais ça marche pas spécialement. Et puis, en 2003, ils se font repérer par un label. Ce label, c'est Woollim Entertainment, et il leur propose de signer un contrat. Alors à ça, Epic High, ils acceptent. Et c'est parti, l'aventure est lancée. Alors au début, ils sortent 2 albums et ça flambe un peu parce que le hip-hop en Corée, c'est pas spécialement démocratisé. Ce sera en 2005 que ça a changé, puis ils vont sortir la chanson Fly, et là c'est un tube, ça marche de fou. Alors la chanson Fly, elle appartient à un album qui s'appelle Swan Song. En 3 semaines, ils vendent 80 000 copies. Et ils commencent à remporter leur première récompense, et c'est vraiment le début du succès. En 2009, Daniel Lee, qui est devenu Tablo depuis un moment, il est vraiment au sommet de sa carrière. Il a déjà publié un best-seller en Corée qui s'appelle Blue Note. Il a fait quelques albums avec le groupe, ça marche super bien, vraiment. À ce moment-là, il est au sommet de sa carrière. Alors petit à petit, le groupe commence à s'installer au pays de l'oncle Sam. Ils font des concerts à guichets fermés. Ils sont au haut des charts américains. Vraiment, en 2009, tout semble aller. Ils sont au sommet de leur succès. Il semblerait que rien ne puisse perturber cette ascension. Alors pour allumer un feu, il faut une allumette. Notre allumette à nous, elle va s'allumer en mai 2010. Alors une rumeur commence à se répandre. Apparemment, Tablo aurait menti sur sa trajectoire académique. Alors les accusations, elles sont vraiment diverses, allant du simple mensonge à l'usurpation de l'identité. Alors pour ceux qui lancent la rumeur là, il est impossible que Tablo soit allé à Stanford. Alors le 11 mai 2010, un forum est créé sur Naver, qui est le géant d'internet en Corée. Et ce forum a un nom particulier, il s'appelle Tanjinyo. Alors Tanjinyo, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous demandons la vérité de Tablo, c'est une contraction en coréen. Et ce forum, il est complètement dédié au fait que simplement Tablo aurait menti sur sa trajectoire académique. Alors dans ce forum, il y a un membre qui se démarque, qui s'appelle What Becomes. Alors What Becomes, il déclare qu'il vit aux États-Unis et qu'il est en train de contacter donc des médias coréens et états-uniens dans le but de dire que Tablo est un menteur. Alors What Becomes, il est très important parce que c'est l'un des principaux détracteurs de cette histoire. Notamment, c'est celui qui décortique le plus les informations données par Tablo. What Becomes, il va encore plus loin que le simple fait de parler du fait que Tablo aurait menti sur sa trajectoire académique. Ce qui va déclarer tout simplement qu'il va révéler la vérité sur Tablo et ses plus sombres secrets et de manière lente afin de faire durer le suspense. L'allumette lâchée, alors le feu s'embrase. Alors en quelques semaines, la théorie est montée. Daniel Lee est bien allé à Stanford, mais Tablo n'est pas ce Daniel Lee. Alors à ce moment-là, il y a une véritable chasse qui va commencer à s'organiser. Tous les Daniel Lee des États-Unis vont être simplement contactés par les membres de Tanjinyo dans le but de savoir si ce sont bien le Daniel Lee qui est allé à Stanford. Alors les rumeurs, elles vont encore plus loin que le simple fait que Tablo ait volé l'identité de Daniel Lee, parce qu'il y a même des gens qui l'accusent d'avoir tué le Daniel Lee à qui il a volé l'identité. Je sais pas si c'est très clair. Rapidement, le forum il va atteindre 100 000 membres, ce qui est énorme. Stanford va recevoir des mails à ce sujet aussi. Et What Becomes, il devient de plus en plus violent. Il déclare qu'il va tout simplement rendre fou la famille de Tablo et il va tous les tuer. Cette histoire touche même la famille de Tablo puisque la mère de Tablo va recevoir des appels sur son téléphone de menaces. Des gens vont se rendre à son salon de coiffure. Le frère de Tablo va être accusé aussi d'avoir monté sur cette trajectoire. Il va même être viré de son travail. À ce moment-là, il travaillait sur donc, une chaîne sud-coréenne qui s'appelait EBS. Et après cette histoire, tout simplement, on va le virer. Et les informations personnelles de la famille sont également publiées. Dans la rue, on pouvait voir des affiches protestant contre l'existence même de Tablo. On lui demandait de soit quitter le pays, soit on allait le tuer. Et aussi, un avocat qui a été aussi diplômé de Stanford a été contacté donc, par les détracteurs pour lui demander simplement s'il avait déjà aperçu Tablo sur le campus. Alors il va signer une déclaration en attestant qu'il ne l'a jamais vu en échange de 10 000 $. Alors même s'il déclare qu'il a été diplômé une année avant, donc ce n'est pas étonnant qu'il ne l'ait jamais vu,
Cette déclaration va être utilisée par les détracteurs dans le but de nuire à Tableau. Alors pour comprendre pourquoi cette histoire fait autant de bruit en Corée, il faut retourner 3 ans en avant. En 2007, donc un conservateur d'art moderne en Corée a tout simplement été condamné à 18 mois de prison parce qu'il avait menti sur son diplôme en disant qu'il était allé à l'université de Yale et il n'y est jamais allé. À partir de ce moment-là, 120 cas de falsification de diplôme a été tout simplement examiné par la justice. En plus, ça paraît plausible comme histoire puisque Tableau a la spécificité d'avoir été diplômé en 3 ans et demi d'un bachelor et d'un master, alors qu'en réalité, pour faire ça, il faut 5 ou 6 ans. C'est pour ça que les gens y croient vraiment. Et si ça avait été prouvé vrai, Tableau, il risquait simplement la prison ou une amende ou les deux. Tableau qui était vu comme l'incarnation du succès est donc maintenant au bas de l'échelle. À ce moment-là, c'est trop pour lui et il décide semblant de se barricader chez lui. Son répondeur, il est inondé de messages de menaces et de violences. Et toutes ses apparitions sont annulées. Alors encore, on parle vraiment que de ça et c'est vraiment le sujet numéro 1. Est-ce que Tableau a vraiment menti à ce moment-là? Et c'est qu'en juin que son label, donc Hulim, va tout simplement faire une déclaration. Et c'est pas une déclaration qui l'a vraiment aidé dans cette histoire. Alors avec de l'eau, on éteint un feu et l'eau de Tableau, c'est tout simplement de retourner à Stanford. Avec NBC, il a réalisé un reportage en 2 parties dans lequel il retourne à Stanford pour montrer qu'il a bien été élève à Stanford. Avant cela, il avait déjà publié ce qu'on appelle un transcript, c'est un peu comme un relevé de notes où il y a les professeurs, tout ça, les notes, dans le but de montrer qu'il a bien été élève à Stanford, c'est un document officiel. Et c'est un truc que l'université elle-même avait confirmé. Et pourtant, il y a des personnes comme What Becomes qui, eux, ont pointé des incohérences dans le dossier. Alors Tableau n'est pas tout seul puisque des anciens élèves sont tout simplement mobilisés pour dire que oui, Tableau a vraiment fait ses études à Stanford. Malheureusement, l'eau n'a pas éteint le feu. Alors il est devenu un peu plus intense et pour faire face à ça, il a tout simplement engagé un avocat et engagé des poursuites envers 22 personnes. Alors le tournant il arrive en août. Alors So Se-wook, qu'on va appeler So pour aller plus vite, c'est un policier qui est donc à la cybercriminalité en Corée du Sud. Et c'est lui qui a été engagé pour mener l'enquête. Il va mener une enquête non seulement sur la falsification du diplôme de Tableau, mais aussi sur ceux qui le menacent et qui le harcèlent sur les réseaux sociaux. Au début, il se penche sur le cas de Tableau. Pour ça, donc, il va le convoquer à un interrogatoire au commissariat. Et cet interrogatoire, il va durer 8 heures. Alors, on n'a pas les précisions de cet interrogatoire pour des raisons évidentes, mais en gros, il a dû répondre à des questions sur sa vie, confirmer des passages de sa vie, tout ça. Et au terme de cet interrogatoire, So déclare que tout simplement, Tableau est innocent. Après s'être occupé de Tableau, il va donc se tourner autour des détracteurs. Alors pour cela, il devait avoir accès aux données de Naver. Et la spécificité de Naver, c'est que si tu voulais t'inscrire, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais en gros, tu devais donner un numéro d'identité nationale, ce qui fait que même si tu étais derrière un pseudonyme, on pouvait savoir qui tu étais. So, il demande donc à avoir toutes les données de tous les membres de Tan Jinyo, et c'est à quoi Naver refuse. Alors du coup, il y a un compromis qui va être trouvé. So restreignait sa liste et Naver lui donnait donc les données. Alors c'est ok des deux côtés, donc la machine est lancée. Alors, la personne la plus recherchée, c'est évidemment What Becomes. Le problème, c'est qu'il a utilisé le numéro d'identité d'un ami, donc ce n'est pas son vrai numéro. Quand la police se rend compte de ça, il demande donc à Naver toutes les données de Tanjiro. Et au final, Naver se rend compte que c'est quand même mieux de collaborer avec la police, donc ils acceptent de les donner. C'est à ce moment-là que donc Tanjiro va être supprimé de Naver, mais on va pas se débarrasser d'eux aussi facilement, puisque quelques heures après, Tan Jinyo 2 est créé. Dans Tan Jinyo 2, on peut voir les mêmes postes, c'est des postes qui sont copiés-collés. Donc en soi, ça ne change pas avec le vrai forum, mais il y a quand même moins de monde. Et alors quand So a eu tout simplement toutes les données, il les a triées, tous les noms d'utilisateurs, et il a réussi à faire une liste de ceux qui allaient pouvoir être poursuivis en justice. En janvier 2011, on annonce que la plainte de Tableau, elle va être tout simplement étudiée, et que 11 personnes sont poursuivies pour cyberharcèlement et diffamation. Alors dans ces 11 personnes, 2 personnes se sont excusées et face à ça, donc Tableau a décidé de retirer leur plainte envers ces 2 personnes. Donc au final, c'est 9 personnes qui vont être poursuivies. En octobre 2012, le jugement a été rendu. Les peines, elles vont donc simplement de 10 mois de prison jusqu'à 2 ans mis à l'épreuve. Alors pour revenir à What Becomes, il a été retrouvé par So. What Becomes, c'est qui? C'est un homme de 56 ans qui s'appelle Kim Eun-soo, qu'on va appeler Kim pour aller plus vite. Alors il réside à Chicago, il est père de 2 filles et ces 2 filles sont allées donc à des belles universités. Alors quand So a trouvé Kim, il l'a appelé directement. Et il lui a demandé si c'était possible qu'il revienne en Corée du Sud pour un interrogatoire. Ce à quoi, simplement, Kim a refusé, déclarant qu'il était aujourd'hui un citoyen des États-Unis et plus un citoyen coréen depuis longtemps. Il a reconnu ce qu'il a fait et il a déclaré aux médias que ceux qui falsifiaient leur diplôme d'école prestigieuse faisaient du tort aux jeunes honnêtes. Voilà. Alors une demande d'extradition a été demandée à l'envers de Kim, je sais plus si elle a abouti ou pas.
J'ai pas trouvé spécialement d'informations précises à ce sujet-là. Alors j'ai pas réussi à savoir si Kim il a été condamné, tout simplement parce que les articles ils précisaient pas s'il faisait partie de ceux qui ont été jugés en octobre 2012 ou s'il avait été jugé à côté. Ce qui est sûr, c'est que lors du jugement, sa condition physique a été prise en compte, puisque dans le rapport, on déclare qu'il a un cancer, donc ça a été pris en compte lors du jugement. Le feu étant éteint, on marche maintenant sur des chambres chaudes. Alors Tableau, il ressort traumatisé de cette histoire. La violence est sans précédent, il s'est senti complètement abandonné par son label, et son label, il va le quitter en juin, donc quelques peu après la déclaration faite par Woolim. Alors il raconte également le traumatisme de la découverte du scandale. Tout simplement, il l'a découvert au moment où il veut annoncer la naissance de sa fille et sur un Twitter, et il voit que les commentaires sont remplis de commentaires disant « explique-toi, t'es un menteur », et il comprend pas ce qui se passe à ce moment-là. Alors il raconte qu'il est complètement effrayé, que quand sa fille était un nourrisson, il devait aller à l'hôpital faire des check-ups normal comme tous les bébés, et qu'il avait peur que le docteur en face soit quelqu'un qui veuille du mal à lui et voire à sa fille. Et il pensait vraiment que sa vie était complètement terminée à ce moment-là. Alors il déclare vraiment avoir perdu 2-3 ans de sa vie et que même s'il a gagné le procès, ces 2-3 ans, il les retrouvera jamais. Il explique avoir été absent lors des premières années de sa fille, tout simplement parce qu'il allait tellement pas bien mentalement que même s'il était là physiquement, mentalement ça allait tellement plus qu'il était absent. Il déclare aussi que cette histoire a eu un impact donc, dans la mort de son père. Alors son père, il a eu un cancer quelques années avant, et puis il s'en est remis, et au moment de cette histoire, sa maladie est revenue, et il en est mort quelques mois après, ou très rapidement après. Bref, c'est une histoire qui a vraiment détruit Tableau sur le plan psychologique. Alors si les cendres restent, la fumée finit par s'en aller. Alors après son départ de Woolim, il va signer chez YG, qui est donc l'agence de sa femme, que sa femme est actrice. En octobre 2011, il va sortir un album, il s'appelle Fever Ends, et c'est un album qui va recevoir des critiques positives. MTV vont même le classer dans les 5 meilleurs albums de début pour 2011. Alors il monte haut dans les charts, que ce soit en Corée ou bien à l'étranger. Il est numéro 1 dans les charts hip-hop de iTunes, donc au Canada et aux États-Unis. Et il est 2e au Billboard World Album Chart. Alors si les activités d'Epic High n'ont pas été directement impactées parce qu'à ce moment-là les membres étaient au service militaire, ça a marqué un tournant clair chez Epic High. Les 2 membres revenant de leur service militaire ont également quitté Woolim et ont également signé chez YG. En 2014, le groupe sort une chanson qui s'appelle Born Hater, où Tableau va s'adresser directement à ses détracteurs de Tan Genyo. Aujourd'hui, leur carrière elle a repris puisqu'ils ont performé à Coachella en 2016, ils étaient invités en 2020 mais Covid donc ils n'ont pas pu y aller. Et ils ont reperformé en 2022. Ils ont repris les tournées, ils sont même actuellement en tournée. Ils réapparaissent dans les shows coréens, ils ont fait des albums qui marchent super bien, des collaborations qui marchent super bien. Aujourd'hui, ils sont vus comme les pionniers du hip-hop en Corée. Pour savoir comment va Tableau, il va aujourd'hui beaucoup mieux. Pendant très longtemps, il n'a pas voulu en parler dû au traumatisme. Et puis aujourd'hui, sa fille, elle a 12-13 ans, donc elle a accès à Internet de manière très très libre. Et il sait très bien qu'un jour, sa fille va tomber sur cette histoire et que cette conversation va arriver. Et il préférait que cette histoire soit dite par lui plutôt que par des gens qui lancent des rumeurs. Également, quand ça arrivait, c'était la première fois qu'un truc prenait autant d'ampleur sur la scène sud-coréenne. Et donc il n'avait pas spécialement d'histoire à laquelle se rattacher et il voulait que les gens aient une histoire à laquelle se rattacher pour ceux à qui ça arrive aujourd'hui. Pour Tan Genyo, alors aujourd'hui ils sont toujours actifs, mais même s'il y a beaucoup moins de membres, mais ils continuent encore à nier le fait que Tableau est vraiment allé à Stanford. Et de ce que j'ai compris, Kim est toujours un membre de Tan Genyo. Alors on pourrait se demander c'est quoi l'intérêt de raconter cette histoire aujourd'hui en 2023 alors que ça fait 13 ans que ça arrivait. Alors je dirais qu'aujourd'hui personne n'en parle parce que c'est une histoire qu'un peu tout le monde a oublié. Pourtant aujourd'hui dans la K-pop on voit souvent des scandales arriver comme ça. Alors c'est des scandales qui sont variés allant de la conduite en état d'ivresse, l'harcèlement, la drogue, tout ça. Et ce que je veux appuyer comme histoire c'est que c'est pas parce qu'il y a un truc qui fait scandale que c'est forcément vrai. Alors, je vous pose la question, combien de scandales ont été prouvés faux après que le plus gros soit passé, que tout le harcèlement est passé. Ou alors que la vérité elle a été détournée ou des trucs comme ça. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que ce qui est sur internet n'est pas forcément vrai. Alors c'est quelque chose qu'on nous bassine depuis des années et pourtant il y a des gens qui y croient encore. Si vous avez TikTok comme moi, il y a un feed assez centré sur la K-pop, vous avez peut-être vu passer des vidéos qui disaient genre information that were leaked by the Sasaengs. Si on y comprend ici donc les informations qui étaient dévoilées par les Sasaeng. C'est des histoires où en gros on dit machin il a fait ça, puis machin ils s'aiment pas, et puis eux les deux là sont sortis ensemble, enfin des trucs comme ça. Ces vidéos elles affirment donc des faits qui sont vraiment basés sur du vent. C'est des informations qui sont complètement fausses. Et ces personnes elles ont beau se cacher derrière le none of this is confirmed, donc rien
ceci n'est confirmé. Il y a vraiment des gens qui y croient et qui basent leur réflexion là-dessus. On pourrait blâmer ceux qui sont un peu trop naïfs pour y croire, mais moi je pense qu'il faudrait plutôt blâmer ceux qui font circuler ces informations. Parce qu'autant des fois c'est pas si grave, du style machin elle aime pas les fraises, mais aussi des fois on a des trucs un peu plus graves comme des personnes qui auraient demandé des numéros à des idoles mineures alors qu'elles sont majeures. Alors je remets pas en cause le fait que ça n'ait pas pu arriver. Par contre, ce que je remets en cause, c'est le fait que tout ça, ça mène à de la spéculation. Et la spéculation, ça a des conséquences graves qui peuvent ruiner la carte de personnes qui n'ont absolument rien fait. Parce que tout simplement, si vous regardez un peu les commentaires, il y a des personnes qui disent « Ah ouais, je pense que c'est cette personne ». Alors qu'on n'en sait rien. Alors toute cette histoire, elle va soulever un truc, c'est que un scandale n'est pas forcément avéré, que les preuves ne sont pas toujours avérées, et que c'est assez compliqué de pouvoir juger si une personne est coupable ou pas, tant qu'on n'a pas toute la vérité, et encore, qui sommes-nous pour juger si la personne est coupable ou pas. Si vous voulez aller plus loin dans l'histoire de Tableau, je vous donne donc 3 sources qui peuvent être vraiment très intéressantes. La première, c'est une interview de Tableau lui-même où il raconte son ressenti sur l'histoire en elle-même. La deuxième, c'est une enquête de Wired qui est menée par un gars qui s'appelle Joshua Davis. Il l'a fait au moment de Tangenio. Il a notamment rencontré des détracteurs directs de Tableau en leur demandant genre pourquoi ils y croyaient, tout ça. Il a rencontré Tableau lui-même et il aborde une histoire que je n'ai pas abordée, qui c'est l'histoire du cousin, c'est un vrai bordel. Et enfin, la meilleure source, c'est une série de podcasts menée par Vice, qui est très complète, incroyable vraiment. On a notamment une interview de So, donc le policier qui a mené l'enquête, mais aussi donc de l'avocat qui avait signé la déclaration, plusieurs personnes qui connaissent Tableau lui-même. Ils sont même allés à la recherche de Kim. Et là, on va assister vraiment au processus de l'enquête ou des aspects culturels. Cette vidéo, je voulais rester assez synthétique, donc j'ai pas pu aller en détail dans tout ce qui s'est passé, parce qu'en plus, c'est une histoire qui est très longue et très complexe. Alors par contre, tout est en anglais, parce qu'on a très peu de sources françaises à ce sujet. Donc c'est le seul point noir de ces sources, mais elles sont vraiment très très bien faites et incroyables, vraiment. Donc tout est dans la description si vous voulez voir ça. Alors voilà, je vais m'arrêter là, donc cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle t'a plu, et si elle t'a plu, tu peux toujours t'abonner en appuyant sur la petite cloche. Je vous dis à la prochaine, et puis voilà, bye bye!